C'est pas parce que je fais du Python et du SQL que j'ai pas les bonnes pratiques de software engineering, que j'ai pas une réflexion derrière. Le choix d'une technologie versus une autre, Airflow versus Dagster versus machin, c'est que du sentimental, tu vois. Où, en gros, tu es capable de lancer un engine DuckDB dans un onglet de ton navigateur, distribue, tu décentralises la manière de faire du dashboarding, quoi. C'est plus dans un outil central. Avant de commencer, quelques mots à propos de ce podcast. Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Venez nous voir sur datatask.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data, mais aussi de l'IA. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de data et on va parler de plein de sujets de data engineering. Vous avez sûrement déjà eu le plaisir de lire, vraisemblablement, d'entendre, de voir mon invité du jour, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Blefary, alias Blef, dont vous connaissez sûrement la newsletter, et puis qui a eu aussi le plaisir de nous régaler avec du DuckDB lors de la conférence organisée par notre ami Stéphane Eckel. Salut Christophe, comment tu vas ? Je vais très bien, merci de l'invitation et très content d'être là sur ce podcast avec toi. Ah, c'est excellent. Écoute, on s'est croisés à plusieurs reprises et les dernières fois, justement, lors de cette conférence, on avait décidé de faire cet enregistrement ensemble. Et puis, dans mon intro, les gens ont dû déjà comprendre les sujets qui nous rassemblent, puisqu'on est tous les deux aussi passionnés l'un que l'autre par DuckDB. Et tu nous avais fait une excellente démo lors de la conf de Stéphane, où tu nous avais parlé de DuckDB, Wasm et comment est-ce que ça allait peut-être, on ne sait pas, changer la manière de laquelle on interagit avec nos données. Donc peut-être avant de commencer là-dessus, puisque c'est intéressant de donner un peu de background aux auditeurs. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Moi, Christophe, je dirais qu'en termes de métier, je suis data engineer. Euh, et principalement, ma vision du métier de data engineering, c'est faire de l'engineering pour la data, quoi. Enfin, c'est vraiment, je le renverse un petit peu. Et j'ai toujours vu mon métier de data engineer comme je fais de la tech, mais la tech que je fais, c'est comme des software engineers, sauf qu'en fait, je le fais pour la data et il y a des use case data. Et c'est ce que je fais depuis une dizaine d'années. Et là, ça fait 4 ans maintenant que je suis en freelance indépendant. Et voilà, donc la plupart de mon temps, je bosse pour des clients. Je pourrais détailler si jamais ça t'intéresse. Et sinon, je fais de la création de contenu à côté, comme tu disais, sur un blog où j'ai une newsletter hebdomadaire. Et je participe à des conférences, des podcasts, des endroits avec des personnes qui ont envie de parler avec moi, parce qu'en fait, j'adore discuter, j'adore transmettre Ouais, tous ces sujets un peu d'innovation et même juste de réflexion sur le futur de la data, ça me passionne et en fait, j'adore en discuter, quoi. excellent. Ouais. Et alors, c'est marrant la manière de laquelle tu dis les choses, faire de l'engineering, appliqué à la data, bien sûr, mais dans le sens de la manière dans laquelle on fait de l'engineering d'habitude, c'est-à-dire qu'avec
Faut qu'il y ait un vrai sujet d'amélioration, de faire les choses différemment de ce qu'on pouvait faire auparavant et de résoudre un vrai problème. Ce qui est effectivement peut-être parfois quelque chose où dans le data engineering, on oublie un petit peu là où se situe la chaîne de valeur finalement. Ouais, Et moi, j'ai toujours tendance à dire aux gens, vraisemblablement, si votre problème, qu'il soit simple ou complexe, ne trouve pas une solution simple ou une série de solutions simples, c'est que vous avez peut-être fait fausse route ou alors que vous êtes en train de vous faire plaisir. je suis complètement aligné avec ça. Enfin, c'est le vrai problème aussi du data engineering, c'est que c'est hyper facile de faire une solution complexe à n'importe quel problème. Mais en fait, je suis persuadé qu'il y a toujours une solution simple au problème, quoi. C'est juste qu'il faut arriver à la trouver. Ou il Ouais. faut mettre son ego de côté pour la mettre en place. Parce qu'en fait, souvent, pour avoir en fait, réfléchi récemment, là, dans une de mes dernières présentations, ce que je disais, c'est en fait, parfois, il faut qu'on mette notre ego de côté pour accepter d'utiliser le truc le plus boring, enfin, le plus ennuyeux, pour mettre en place une solution, en fait. Mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et souvent, la solution que tu qualifies de boring ou de simpliste, je préférais presque simpliste, Hmm. euh, est décriée par les défenseurs de la solution euh, Ah historique ouais. qui peut être complexe. Parce que les mecs ont envie de te dire, mais ça fait pas des années que j'investis dans ce métier pour faire un truc pénible comme la pluie là-dessus, quoi. Et ça rejoint d'ailleurs quelques critiques qu'on a pu avoir, toi comme moi, j'imagine, face à notre engouement pour DuckDB, d'avoir des gens qui nous disent, non, mais attendez, on fait des trucs super compliqués avec du distribué, du machin, du truc, mais ouais, mais et si la solution plus simple était, si une solution plus simple faisait 95% de ce que vous proposez avec l'autre truc, voire même plus que ce que vous proposez. Ouais. Et pour te dire, moi, je pense que c'est une critique que j'ai souvent eu et lu, parce qu'en fait, je l'ai pas eu contre moi, tu vois, mais que j'ai souvent vu dans ma carrière, c'est que moi, je suis un data engineer Python, tu vois. Et dans, on va dire, dans la vision de beaucoup de data engineers, quand tu es un data engineer Python, tu fais pas du data engineering, quoi. C'est un mec qui bricole. Ouais, et parce que tu fais pas du Java, tu fais pas du Scala, t'es pas typé, tu fais pas du software. Sauf qu'en fait, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas parce que je fais du Python et du SQL que j'ai pas les bonnes pratiques de software engineering, que j'ai pas une réflexion derrière, et en fait, moi, mon but, c'est de rendre mes équipes data heureuses, de les empower, enfin, de leur donner un peu de pouvoir et de faire des choses, quoi. Enfin, c'est que les analystes ils puissent travailler de manière Ouais, efficace. C'est pas, bien sûr que j'ai envie de me faire kiffer et de faire des trucs cool. Mais moi, ce qui mais me bien rend heureux, sûr. c'est que les analystes, ils puissent être beaucoup plus forts, en fait, et être beaucoup plus efficaces, quoi. Bah oui, c'est vrai. Ou les data scientists, c'est la même chose. Mais je pense que aujourd'hui, t'apportes encore plus de valeur quand tu aides les analystes que les scientists. Et alors c'est assez marrant. J'ai répondu hier par un mec qui s'appelle Daniel Beach, qui est sur un data engineering survey. Je sais pas si Ouais. tu le connais. Et donc j'ai snapshoté quand même les trucs avant. Enfin, je me suis imprimé la page avant de fermer la page. Et dans les questions, il y avait le langage. Est-ce que vous faites du Python, du SQL, c'est Python ou SQL first ou les deux. Et j'ai trouvé ça assez sympa que les mecs ils présentent ça. Si tu devais en choisir un, Rust ou Golang, alors là, tu vas être Python versus Scala, mais alors là, t'es encore dans un autre truc, quoi. C'est-à-dire que le nombre de fois où j'entends dire, mais quoi, vous faites du produit avec du Go, mais c'est n'importe quoi. Et puis après, il y avait justement, dans la question, il y avait, est-ce que Scala est mort, quoi. Ouais. Alors, le set de répondants est pas énorme, puisqu'il y a 112 personnes qui ont répondu, pour l'instant. Mais on était 61% à dire qu'il n'y avait plus besoin de Scala, quoi. Ouais, bah Ce qui, à nouveau, c'est l'histoire, hein. Enfin, c'est c'est la vie des l'histoire, mais à langages. nouveau, j'ai envie de dire, par contre, dans tous les cas de figure, je fais de la photo, je dis ça, je donne souvent cette anecdote, je fais de la photo et je dis toujours, le meilleur appareil photo, c'est un, celui dont tu sais te servir, et deux, celui que tu as avec toi. Et Hmm. quelqu'un qui sait faire du Scala, on va pas lui dire d'aller faire des trucs en Python, puisqu'il va sûrement les faire de manière plus efficace en Scala. Et inversement. Donc, cette volonté de casser le statu quo qui à mon avis est une vraie qualité dans le data Ouais, engineering. ouais. C'est une capacité de dire, ouais, ben, même moi, je faisais ça comme ça auparavant.
Mais aujourd'hui, il y a un truc plus malin pour le faire, quoi. Ouais, après, il y a aussi malheureusement, par exemple, sur le Scala, je pense à quelqu'un qui fait beaucoup de Scala, qui a fait beaucoup de Scala. Et après, il y a la réalité économique du marché qui fait que, en fait, bah, si tu fais du Scala et que les recettes que tu faisais avant, bah, plus personne ne veut les acheter, ça devient compliqué, quoi. C'est comme bah, si tu es vendeur d'appareils photo argentique, au bout d'un moment, bah, plus personne ne veut les acheter. Parce Oui, qu'en fait, la mode est passée. Enfin, il n'y a pas qu'une mode, mais il y a aussi le, enfin, enfin, les langages, c'est une économie de réseau. Enfin, plus il y a de développeurs dans un langage, plus les entreprises vont aller vers ça et ainsi de suite. Et donc, il y a quand même une réalité économique. Il y a plein de réalités derrière, quoi. Mais il faut accepter de se renouveler aussi, hein. Enfin, je pense qu'il y a ce il truc-là, faut quoi. accepter de se renouveler. Il faut accepter à un moment donné de dire, bon, ce truc-là que je haïssais auparavant a évolué et maintenant je peux commencer à le regarder avec un peu plus d'ouverture et puis me dire qu'il y a peut-être des trucs à faire. Mm. Typiquement, on est plein de data engineers à avoir dit pendant une éternité, non mais le SQL, non, 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 surtout pas de SQL, quoi. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, Spark, beaucoup de gens ont démarré Spark en faisant du Python, en faisant des trucs avec Les RDD. les RDD, merci, t'as meilleure mémoire que moi. Et, puis tout le monde, à la fin de l'histoire, tu as des gens qui disent ouais, on a des traitements en Spark. Ouais, ok, vous avez quoi? Oh, on fait du SQL, hein. Ouais, on fait du Spark SQL, on fait de data Voilà. frame, mais bon, c'est sûr qu'il y a plus personne qui fait des RDD. Enfin, j'espère. J'espère qu'il y a personne qui démarre aujourd'hui un truc avec des RDD. Ouais, ouais. Euh, Mais oui, ça rejoint un truc. Bah, il y a la partie un peu égo, parce qu'en fait, bon, bah, on a tous un ego et on a tous appris des choses et on a envie de rester. Mais moi, je suis persuadé et le truc dont je suis le plus convaincu aujourd'hui, c'est que c'est très sentimental, tu vois. bien Genre sûr. Java versus Python, le choix d'une technologie versus une autre, Airflow versus Dexter versus machin, c'est que du sentimental, tu vois. Il y a rarement des arguments Factuel. euh, factuels qui vont pousser vers, enfin, à part vraiment dans certains cas où, par exemple, l'outil, il n'a pas de version en Europe, du coup, bah oui, forcément, tu peux l'annuler ou des trucs comme ça. Mais souvent, bah, sur ces trucs-là, chaque outil se vaut, tu pourras arriver à une solution qui est valable les deux côtés. C'est que du sentimental, tu vois. Franchement, et c'est pour ça que les gens se déchaînent, tu vois, sur les débats de langage. C'est parce que c'est sentimental. Hmm. En tout cas, moi, je regrette vachement de plus pouvoir faire du pig parce que j'adorais ce truc. Ah, surtout le logo, là. Cochon. J'adorais le pig. Tu disais, ouais, on est effectivement contraint à un environnement mouvant. Et une des raisons qu'on avait de faire du Spark, c'était l'aspect distribué pendant une éternité. Ouais, Et puis, les cloud providers ont commencé à nous fournir des VM de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus grosses, avec de plus en plus de corps disponibles dans les VM et de plus en plus de mémoire. Donc, l'argument du dataset qui tient pas en mémoire a commencé un petit peu à s'effriter petit à petit. Et c'est ce que moi j'ai vu comme étant l'un des premiers enablers de l'émergence de choses comme DuckDB, par exemple, pour ouais. pouvoir traiter la donnée en un seul point unique. Et puis toi, l'autre jour, dans le talk que tu avais fait, que je vous invite à regarder puisque je crois qu'il a été publié sur YouTube par notre ami Stéphane, C'est ça. donc tu disais, et j'ai bien aimé l'image, qu'il y a un deuxième inducteur, c'est qu'on a sur nos postes de travail des machines de plus en plus puissantes. Et c'est ça qui permet le deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire non plus de faire des choses seulement server-side, mais aussi de pouvoir les faire dans le navigateur côté poste de travail. Dans le navigateur et même enfin, sur ta CLI, dans ton terminal ou juste sur ton poste tout court, en fait. Parce que là, Tout à DB, on fait, peut le ouais, faire dans le ouais. navigateur, mais tu peux aussi imaginer de ne pas le faire que dans le navigateur. Et je pense qu'il y a un troisième enabler et qui est une troisième, qui est une réalité, qui est un truc qui est genre Big Data is dead au sens large, qui est que, en fait, quand tu rentres vraiment dans le détail de ce que font les gens avec la donnée, t'as les grosses entreprises, les big tech, en effet, eux, ils ont besoin du distribuer parce qu'ils ont des volumes de malades. Ouais, Quand tu sors de ces entreprises-là, il y a quand même des grosses entreprises aussi qui ont des gros volumes et qui ont besoin de faire de distribuer parce qu'en fait, quand tu es à l'ordre du pétabyte, bon, bah, à un moment, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de meilleure solution. On peut en parler parce que j'ai lu un article récemment qui parlait de ça. Mais
Euh, Après, une fois que tu as préparé ta donnée massive, bah, tu es sur des datasets qui sont vraiment plus petits en fait. Hein. Tu es, rarement sur des datasets, enfin, tu es sur de l'ordre de la centaine de gigas, du giga ou du téra. Et donc, du coup, après, là, ça fait écho avec bah, justement ce que tu disais juste avant, qui sont les machines sont plus grosses, nos ordinateurs locaux sont plus puissants. Bah, en fait, une fois que tu as réduit ton dataset, à quoi sert le distribuer? Oui, et tu sais, c'est un peu une long tail en fait le truc parce que tu te rends compte que déjà cette constatation en 2013-2014, je pense que c'était le début de Spark, c'était à ce moment-là, c'était déjà la constatation Spark versus Hadoop. Ouais, Finalement, 95%, je sais plus quelle était la stat, hein, 95% de datasets que l'on va traiter font moins de 200 gigas ou un truc comme ça, je sais plus quel était ouais, le truc. Et donc, fondamentalement, ne nécessite pas ce traitement de data sur disque comme le faisait Hadoop. Et donc, on pouvait faire ça. Et là, à nouveau, clac, t'as un petit peu la mise en abîme de la chose qui se fait à nouveau avec les VM ont augmenté, les datasets ont certes sûrement un petit peu augmenté, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'exception de quelques clients, moi je vois passer, qui ont des données qui se comptent en des données actives, eh bien actives, qui se comptent en téra ou en dizaines, certains qui sont à la centaine de téra, ouais. dans lesquels effectivement le fait d'utiliser des systèmes distribués à la Snowflake, BigQuery et autres va rester incontournable. Tu as une immensité de clients où c'est dizaines, centaines de gigas et puis on va Ouais, c'est s'arrêter ça. quoi. Ouais. Et donc là, on retombe dans notre histoire d'ego auparavant quoi. Ouais, mais c'est tellement pas sexy de pas le faire avec un truc compliqué. Mais oui, mais oui, mais on peut le faire là-dessus. Et effectivement, euh, tu te rends compte que aujourd'hui, si on veut rentabiliser toute la chaîne de puissance qu'on peut avoir de bout en bout, finalement, on a plein d'opportunités de traiter les données. Et on va, je te propose, parler un tout petit peu de ce que justement, de ce qu'est Wasm et de comment on monte la capacité à ramener des datasets à l'intérieur d'un navigateur avec Wasm. Enfin, tu veux dire Wasm slash DuckDB? Slash DuckDB, ouais. Enfin, DuckDB Wasm. Ok. Bah, pour ceux qui connaissent pas déjà juste Wasm, qui veut dire WebAssembly, et l'idée derrière WebAssembly, elle est assez simple. C'est être capable d'exécuter n'importe quel code binaire que tu peux avoir dans un monde server-side, en fait, dans ton navigateur. Donc, en fait, c'est porter les binaires que l'on a habituellement dans le server-side, les porter et les faire tourner dans le navigateur. Et bah, du coup, enfin, c'est très cool parce qu'en fait, ça veut dire que potentiellement, on peut lancer, à partir du moment où les libs se portent, où il y a de la compatibilité et plein de trucs, on peut lancer n'importe quel truc qui a existé dans le monde du logiciel, dans le navigateur. Les exemples fun, c'est bah, tu peux porter Doom, tu peux porter Pokémon, enfin, tu vois, tu peux run à partir du moment où tu as bah, une version en assembly classique de Pokémon ou de Doom ou de n'importe quel jeu, bah, tu peux le porter et le faire tourner dans ton navigateur et Tu ça va peux faire marcher. du Python à l'intérieur de ton navigateur, puisque C'est au lieu ça. d'être limité au JavaScript habituel que tu as dans l'engine de ton navigateur, tu peux rajouter un autre moteur avec lequel tu vas pouvoir interagir. Et là, ça devient Ouais, super intéressant, surtout quand t'as pas un demi giga de trucs à balader pour faire tourner ce moteur. Et c'est là où ça devient assez séduisant, c'est de te dire, ben, finalement, en envoyant assez peu de code assemblé vers ce navigateur, tu vas commencer à pouvoir avoir des features super intéressantes. c'est ça. Et donc c'est là où je trouve qu'il y a un truc qui est arrivé récemment qui est exceptionnel, c'est justement le portage en WebAssembly de DuckDB, euh, où en gros, tu es capable de lancer un engine DuckDB dans un onglet de ton navigateur pour faire tourner des requêtes SQL sur de la donnée que tu télécharges dans ton navigateur et après, bah, c'est à toi de décider ce que tu as envie d'en faire.
mais tu peux faire des trucs qui sont trop cool, quoi. Enfin, moi, j'ai pas mal exploré ce truc-là. J'ai deux premiers cas d'usage que j'ai réussi un peu à débloquer, faire tourner. Le premier, c'est une extension navigateur ou quand tu es sur ton bucket S3 ou GCS, donc chez Google, euh, quand tu survoles donc avec ta souris un fichier parquet, quand tu survoles un fichier parquet, tu as instantanément le schéma du fichier parquet que tu es en train de survoler. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme truc fun? En fait, quand tu es dans un data lake, que tu as des fichiers parquets, en fait, Bah ouais, c'est excellent. la dynamique, c'est trop chiant. Il faut que tu télécharges le fichier parquet, il faut que tu ouvres un Jupyter Notebook, faut que tu read Panda, Oui, oui, read oui. Parquet, et ainsi de suite. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait une extension navigateur où, en fait, au ouvert sur ton fichier, peu importe le data, enfin, le bucket que tu as, bon, il faut mettre les credentials et tout, mais du coup, tu vois le schéma de ton fichier parquet. Mais tu pourrais aller plus loin, tu vois. Tu peux ouvrir une text area, écrire une requête SQL sur le fichier, faire des premiers Ouais, ouais, trucs. c'est ça. Et là, tu te retrouves à te dire, ben finalement, tu te retrouves avec la même capacité que si tu avais le binaire sur ton poste C'est ça. et que tu faisais ça. Et donc là, tu te retrouves avec un truc hyper portable et euh, et qui amène à pas mal de questions, hein, qui sont de se dire, mais finalement, euh, quand on avait auparavant ou des trucs totalement server-side qui display juste dans une page web ta data, et donc qui retransite de la donnée, qui, quand tu modifies un filtre, il faut renvoyer le filtre, renvoyer, faire des échanges. Là, finalement, est-ce que tu peux pas avoir un truc qui soit tout le temps, et en plus qui utilise énormément, parce que c'est là aussi l'une des clés, c'est qu'à un moment donné, ok, si t'as une vieille machine qui peine à faire tourner un Chrome, bon, bah là, on va oublier, on Oui, pourra c'est rien clair. faire. Mais c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des machines. Alors, certes, on essaye de nous faire embarquer dedans de plus en plus de modèles d'IA qui vont rentabiliser les 28 GPU et cœur et les 32 gigas de mémoire qui est en train de devenir pas loin d'être un standard actuellement. Mais à un moment donné, tu peux faire plein de trucs sur ton poste de travail. Donc, tu peux avoir plein de choses qui se fassent localement. Ouais. Tu, tu soulignais en plus à l'instant, avec des fichiers type fichier parquet, on a un niveau d'échange qui est plutôt aisé entre le poste de travail et le stockage de fichiers à distance. Mais en fait, avec le fichier parquet, enfin, c'est le jour et la nuit. Enfin, c'est vraiment, je pense qu'il y a encore des gens qui sont sur du CSV et moi, ça me fait mal au cœur, tu vois. Parce qu'en fait, il y a tout qui est mieux avec du parquet. Euh, Premier avantage, c'est déjà, ta donnée prend moins de place. Donc déjà, tu Déjà. dépenses moins d'argent en stockage. Mais Ouais. du coup, le corrélé, c'est que tu dépenses moins d'argent en bande passante. Parce qu'en fait, dès que tu vas vouloir utiliser ces fichiers-là, du coup, tu les récupères beaucoup plus vite. Et du coup, beaucoup moins de bande passante nécessaire. Et donc, en fait, vu qu'il y a de la donnée qui est plus compressée, qu'elle est moins grosse, en fait, il y a juste un effet magique qui fait que ta donnée va prendre moins de place en mémoire. Même si c'est la même donnée que sur du CSV, en fait, vu qu'elle est déjà compressée, elle est déjà faite d'une certaine manière, en mémoire, elle va prendre moins de place. Parce qu'en fait, les sérialiseurs, ils sont quand même très contraints de la manière dont la donnée arrive, et ça va prendre moins de place en mémoire. Et le dernier truc, en plus, là, sur les faits d'avoir de la donnée sur des buckets distants ou sur des stockages qui sont distants, le parquet et les blob storage supportent ce qu'on appelle du range request. Et ça, c'est extraordinaire. C'est, en fait, quand tu dis en parquet que tu veux récupérer une colonne spécifique ou un fichier parquet qui est partitionné, tu veux récupérer une partition d'une colonne spécifique, le range request fait que quand tu vas faire ta demande au S3, tu vas récupérer seulement ce que tu demandes, tu vois. Et donc, en fait, tu n'as pas besoin de télécharger en plus tout le fichier, tu télécharges qu'une sous-partie du fichier. Et en fait, toutes ces optimisations font que, à un moment, il y a des trucs, c'est stupide de faire du CSV, quoi. Ouais, et puis t'as aussi de l'autre aspect, c'est comme il est en format colonne, Ouais. sauf si tu as un Euh, sauvage qui fait du select étoile, tu vas traîner vachement moins de données et tu vas récupérer les colonnes compressées une à une dont tu as besoin. Et ça, c'est quand même vachement bien. c'est sympa. Euh, on a, et puis après, tu as en plus les déclinaisons supplémentaires de parquet qui apportent leur lot de features supplémentaires. Quand je parle de déclinaison, c'est plutôt les extensions
que Il y sont a Delta les tables de Lake, format. Iceberg et autres, qui vont Ouais. apporter plein de petits trucs en plus. Mais ça, on pourrait en reparler longuement. Mais donc, effectivement, quand tu combines cette capacité, un moteur un peu smart qui a été conçu pour justement s'adapter à ce type de contraintes et être portable et pouvoir faire les choses, et que tu le combines à des fichiers de données vraiment malins, tu te retrouves à pouvoir faire des trucs super intéressants côté client. Et ça, moi, c'est un vrai truc où je vois poindre et j'attends le moment où on va commencer à avoir des fonctions analytiques, des fonctions qui permettent de sortir des graphes, enfin, de sortir des graphes de ce moteur DuckDB. Ouais. Et La semaine dernière, j'ai lu un article là-dessus et il y a une personne qui a mis exactement les mots que je voulais sur ce concept-là. Il faut que je le retrouve. C'est l'idée de faire du distributed dashboarding. ouais, Dans le sens où, en fait, vu que tu as du DuckDB Wasm, tu as la capacité dans ton navigateur de lancer des requêtes SQL et tout. En fait, ce que demain on peut faire, c'est du distributed dashboarding dans le sens où les gens, enfin, dans leur navigateur, qui vont lancer la requête SQL, qui vont lancer le rendering bon, ça c'est déjà le cas, tu fais du rendering client sur tes graphiques, mais en fait, c'est vraiment, tu déconcentres, tu distribues, tu décentralises la manière de faire du dashboarding, quoi. C'est plus dans un outil central. Tout est envoyé sur le poste des personnes qui vont regarder la donnée. Et le vrai truc qui est bien pour ça, c'est en fait, tu peux être privacy first, tu vois. Parce qu'en ouais. fait, si côté serveur, tu n'as que de la donnée chiffrée, par exemple, et tu trouves des moyens magiques, j'en sais rien, bah, après avec des clés de chiffrement et ainsi de suite, où en fait, la donnée, elle arrive au poste du client complètement chiffrée, et après, tu as des libres de déchiffrement dans le navigateur de la personne, et s'il n'a pas le token physique, il peut pas la déchiffrer, et en fait, du coup, tu arrives dans un truc complètement distribué, décentralisé. Et je pense que ça, c'est un truc exceptionnel, tu vois, pour les trucs de privacy, surtout dans nos cas d'usage data où souvent le data warehouse central, on dit qu'on fait de la GDPR, on dit qu'on chiffre des choses, mais bon, si on titille un peu, tu te rends compte que c'est pas le cas, Ouais, quoi. ouais, ouais. Quand tu vois, nous, on l'a implémenté vraiment de manière super raide, hein, c'est-à-dire que la donnée, avec des ID qui n'existent que dans leur forme originale que pendant 24 heures, qui au Hmm. bout de 24 heures sont réécrits avec un salt qui change tous les jours. Enfin bref, un truc bien, 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 bien casse-pied, quoi. Ben, quand tu vois le niveau d'effort que ça requiert de le faire, je voudrais bien ouvrir le capot. J'ai plein de gens qui se disent GDPR compliant, voir le niveau de compliance qu'ils ont. Et je pense que il y en aurait beaucoup qui passeraient pas le cut, hein. Euh, ouais, Ah ouais, c'est clair. on va être Mais clair en fait, ça là-dessus. demande en plus tellement d'efforts après pour les gens au quotidien de pouvoir travailler sur ce genre de plateforme, quoi. Ça demande de l'effort de le mettre en place. Et après, au quotidien, c'est un effort pour les analystes. Enfin, tu vois, enfin, C'est clair, évident. C'est évident. mais c'est important, hein. Enfin, je pense que c'est une bonne démarche qu'il faut avoir. C'est des questions qui sont bien. Parce qu'en fait, faut pas que ça soit non plus le bordel et qu'on fasse n'importe quoi avec la donnée des gens. Mais ouais, Dans un de leurs screencasts, il y avait, je crois que c'est Mehdi de Mother Duck, ouais, qui avait reçu deux chercheurs, je sais plus de quelle université, qui avaient fait quelque chose au-dessus de Observable HQ et de VegaLite, ok. qui avait vocation à pouvoir justement très bien tirer parti de DuckDB pour pouvoir gérer la donnée à très large échelle, parce qu'on sait que les bibliothèques justement de, de représentation graphique, non pas que si tu leur donnes 1 million de points à tracer, Ouais. elles te disent non rapidement, elles te disent ouais, me parler gentiment. Et donc là, ils avaient fait quelque chose là-dessus, et je me souviens plus du nom, et ça touchait un petit peu à ça, à se dire finalement, du côté du client, on faisait une bonne partie de boulot, de se dire, ben, finalement, je rendais la donnée la plus optimisée possible pour pouvoir répondre aux besoins que je veux. C'est un peu une back pressure depuis le graphique qui remontait vers la source de données. J'avais trouvé ça assez intéressant. Mais c'est vrai En fait, qu'effectivement,
on va se trouver, pardon, avec des sujets de comment je gère, comment je distribue sur ma chaîne de données, depuis Ouais. le stockage jusqu'au navigateur et à quelle étape est le plus judicieux de faire les choses à tel endroit. Et ça va être assez intéressant, je pense, et je pense qu'on va vivre des moments assez passionnants de ce point de vue-là, quoi. En fait, ce que tu dis là, ce qui illustre souvent très bien ce problème-là, c'est les tables, enfin les tableaux. En fait, enfin, pour ceux qui ont déjà fait un peu du front, quand tu décides d'afficher des lignes dans le tableau, si tu en affiches 1000, bon, ça va pas faire laguer ta page. Mais si tu en affiches 1 million, tu le vois instantanément que ta page, elle lag. Et souvent, la solution qui est faite, par exemple, en React, c'est de dire, en fait, j'affiche pas 1 million de lignes, j'affiche seulement ce qui est visible dans la- l'onglet dans lequel je suis, et tout ce qui est au-dessus de ce qui est visible et ce qui est en dessous, c'est du virtuel. Et en fait, Ouais, c'est juste que quand je décide de j'ai une scroller, je vais fenêtre chercher dessus, quoi. le plus un. Ouais, c'est ça. J'ai une fenêtre et je vais chercher le plus un et le moins un. Et ça, c'est ce que, bah voilà, c'est ce que tu fais sur les libs, en fait, d'affichage de tableau quand il y a beaucoup de volume. Et en fait, c'est un peu appliquer cette même philosophie-là à tous les graphiques et à de la donnée. Parce qu'en fait, le navigateur, si tu lui envoies 1 million de points, a priori, ça va pas trop le déranger. Ce qui va le déranger, c'est de créer 1 million de nœuds dans le DOM du navigateur et en Oui, c'est ça, HTML oui, d'avoir oui. 1 million de nœuds. Et aujourd'hui, avec HTML5, tu peux mettre des trucs dans un peu des threads derrière. Et bon, en effet, ça va prendre de la RAM de ton ordi parce que Chrome, c'est pas l'app la plus optimisée ou Firefox, c'est pas les apps les plus optimisées. Mais tant que tu les mets pas dans le DOM, les trucs, en fait, ça va pas faire laguer. Et en fait, vraiment, la magie, c'est d'avoir une logique intelligente de intégration des points dans ton DOM et de faire sortir, rentrer les choses, quoi. Ça me fait penser à D3JS à l'époque avec les enter, exit. Oui, oui, Je sais oui, pas si tu as déjà fait un peu bien du sûr, ouais, ouais. D3, mais c'est exactement ça, en fait. Ah ouais, bah, de toute façon, ce qui est assez marrant, hein, c'est que malgré le fait que l'on soit capable maintenant de faire des onglets Chrome avec 300 megs de mémoire, et que ça ne dérange personne. Donc on n'est plus à quelques centaines de mégas de mémoire en plus ou moins. Ouais. Les problèmes restent les mêmes et les façons de les résoudre restent sensiblement les mêmes que ce qui se passait il y a 10 ans. Et ça, c'est toujours assez surprenant de ce point de vue-là. Hem, Est-ce que toi, il y a dans ta veille, autour de DuckDB, il y a des choses particulières que tu as vues, en termes d'évolution et que tu vois poindre et qui vont, entre guillemets, peut-être convaincre les derniers réfractaires à ne pas nous suivre, dans cette merveilleuse aventure? Euh, ouais, il y a quelques trucs. Bah, c'est rigolo parce que lundi, justement, je discutais avec un des créateurs de DuckDB. D'ailleurs, alors, déjà pour l'histoire, pour situer, pour ceux qui ne savent pas, donc DuckDB, c'est une technologie open source qui a été créé à Amsterdam, dans un labo de recherche à Amsterdam, par deux Européens. Je crois qu'il y en a un qui est allemand et l'autre qui est hollandais, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc, ils ont créé ça dans un labo de recherche, qui est le même labo de recherche, je crois, où Python a été créé. Donc, Ah ouais? enfin, je crois que Amusant. c'est le même Academic Institute. Enfin, voilà, c'est solide, quoi. C'est le Berkeley du coin, Euh, quoi. ouais. Et, donc, ces deux créateurs-là, donc lundi, j'étais avec un des deux qui était qui faisait une informelle réunion dans un bar à Berlin. On était six et on a pas mal parlé un peu de DuckDB, du futur et tout. Et eux, c'est marrant la manière dont ils le voient, tu vois. Enfin, eux, quand tu parles avec eux, ils disent, oui, mais moi, je passe ma journée à résoudre des issues sur GitHub, sur des problèmes de C. Pourquoi tu me parles de DuckDB dans le navigateur où tu vas afficher des trucs en JavaScript? Moi, je comprends pas. Moi, je fais du pointeur toute la journée, je fais de la database. Ouais. Ça, c'est assez fun de se dire qu'il y a des gens qui ont juste fait de l'étude de database et après, nous, ce qu'on en fait, c'est écrire des requêtes SQL dans le navigateur pour faire des group by. Et donc il y a ça. Et là, les dernières features qu'ils ont sorties récemment, donc il y a plusieurs choses. Ils ont stabilisé le format de fichier de DuckDB. Parce qu'en fait, avec DuckDB, tu peux soit lire des parquets, soit lire des CSV, soit n'importe quoi, soit utiliser le format de fichier de DuckDB. Parce qu'en fait, ils ont créé leur propre format de fichier à eux. Et en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont fait un format de fichier qui est forward et backward compatible. Parce qu'en Waouh. fait, ils se sont dit,
on veut pas que dans les nouvelles versions, on ne puisse plus lire des DuckDB du passé, enfin des versions, par exemple en version 1.5, on va être capable toujours de pouvoir lire la 0.9, quoi. Et donc déjà, ils ont réussi enfin, ils ont intégré un truc dans leur manière de gérer la sérialisation et la désérialisation, qui fait qu'en fait, tu peux être backward compatible. Ce qui est quand même assez stylé. Il y a Ouais. ça, et en fait, ça résonne en moi parce que j'étais allé à la DuckCon il y a 6 mois, et il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions qui disaient quand est-ce que le format DuckDB va remplacer Parquet, quoi. Enfin, en mode, c'était bah, pourquoi est-ce que demain, le nouveau format de fichier, c'est pas DuckDB, enfin, c'est pas data.duckdb, et on arrête de faire du Parquet parce qu'en fait, vu que DuckDB, il a un sérialiseur et un désérialiseur qui est assez efficace, il s'intègre hyper bien avec tous les langages de programmation. Bah, demain, on peut se dire, bah, dans n'importe quel langage de programmation, quand tu veux lire un truc, bah, tu passes par DuckDB, tu utilises le reader de DuckDB qui est hyper bien et tout le monde est content. Bon, ça, c'est une vision, il y a des gens qui sont hyper enthousiastes sur ce sujet-là. Ouais, alors évidemment, si tu fais que du DuckDB, c'est vachement bien, mais si à un moment donné, derrière, tu te dis, ouais, bah, attends, ça, je veux le lire avec autre chose, bon, tu perds un petit peu d'ouverture quand même à le Ouais, mais faire tu as avec, juste à faire avec ce import modèle. DuckDB, DuckDB read, et après, avec le truc qui arrive en mémoire avec du Arrow, tu peux l'utiliser dans ton autre truc, tu vois. C'est vrai. C'est la C'est pas vision, tu faux. vois. C'est C'est que pas... Non, en non, fait, mais tu c'est pas utilises. faux. C'est pas faux. Et c'est vrai que nous, on avait fait des tests euh, du même dataset dans un fichier Parquet, dans un fichier DuckDB, et on avait vu sensiblement de meilleures performances dans le fichier natif, quoi. Et c'est vrai que Hmm. effectivement, à un moment donné, euh, à un moment donné, si tu veux faire du cache de ta data pour pouvoir ton cache de travail de ta data dans un process, faut surtout pas le faire autrement qu'avec ce serialisateur-là. C'est évident. Ouais. Et en fait, ça va un peu plus loin parce que. Alors, déjà, première chose, c'est. J'ai posé une question, du coup, à Hannes, un des co-créateurs, et je lui dis est-ce que rétrospectivement, c'était une bonne idée de mettre DB dans le nom de votre techno? Ah, ah, ah. Parce qu'en fait, ça, c'est un truc que les gens parfois comprennent pas quand ils viennent de l'extérieur et que tu leur dis, bah moi j'utilise DuckDB, ils s'attendent à avoir une database, tu vois. Ils s'attendent à avoir un truc où tu as un client, un serveur, les trucs traditionnels, tu vois, des marqueurs de database. Et en fait, quand tu utilises DuckDB pour la première fois, c'est pas du tout, enfin, tu le vois pas forcément comme une database. C'est un moteur de base de données ou juste un engine, enfin, un moteur de calcul, tu vois, un moteur de calcul. Ouais, Et il m'a répondu, non, pas sûr. Il m'a dit, en fait, quand ils l'ont fait, eux, pour eux, ils utilisaient une database, single node, enfin, tous les trucs de base de DuckDB. Mais en fait, ils n'avaient pas pensé au fait que ça pouvait être juste un moteur de calcul qui allait pouvoir être utilisé en remplacement de n'importe quel autre moteur de calcul qui existe aujourd'hui et qui est distribué et qui, en fait, où tu n'as plus besoin de distribuer. Et c'est rigolo. Et en fait, quand tu vas un tout petit peu plus loin derrière ce truc-là, euh, je répondais à une question sur LinkedIn aujourd'hui de bah, pourquoi j'irais vers DuckDB plutôt que Polars, tu vois. Et en fait, il y a un truc du coup qui est quand même dans ce truc de DuckDB qui est tu peux muter ta donnée. Parce qu'en fait, il y a quand même des propriétés de database avec DuckDB que tu n'as pas par exemple avec Polars, ou avec DuckDB, tu peux créer des tables dans ton espace de database et tu peux faire de la mutabilité. Et quand j'en parlais avec Agnès, il disait, bah, ça, c'est un truc qu'on n'a pas assez creusé, assez poussé avec DuckDB, c'est que demain, avec ce qu'on a créé, c'est on peut arrêter de faire de l'immutabilité, qui est le standard souvent dans le data engineering. ouais, Hein, on est très fan d'immutabilité. Et il dit, bah, en fait, nous, on a des trucs d'update, enfin, on a des méthodes d'update qui sont hyper efficaces, surtout quand tu fais de l'update en batch, hein, pas la transaction. Mais il dit, bah, nous, nos trucs d'update, ils sont hyper efficaces. Et en fait, demain, on pourrait remettre au goût du jour la mutabilité dans le data engineering, quoi. ouais. Et ça, pour le coup, tu te dis, tu vois, finalement, quand tu reçois des fichiers de données que tu veux recréer, tu veux faire de manière incrémentale, recréer un dataset qui est ton départ pour plein d'autres analyses derrière. Hmm. Finalement, c'était une telle pénibilité de le faire auparavant. Là, tu peux aller updater des records à l'intérieur de ta base, quoi. Ouais. Et ça, Ouais, c'est un truc de fou, quoi. pas de ouf. Et même et pour des use cases un peu plus data science, où tu vois, tu fais du feature engineering, tu fais de manière incrémentale, tu changes des infos pour des users parce que tous les jours, tu recalcules des features, des scores, des trucs comme ça. Bah, en fait,
enfin, juste philosophiquement, tu reviens dans un monde qu'on avait enfin, Bah, avant. c'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec la capacité, certes, au multi-utilisateur près. Oui, Gardons je suis cette d'accord. prudence quand même. Au multi-utilisateur près, tu te retrouves avec exactement la même capacité que si tu avais une base de données. Et typiquement, prenons des cas très simples. Euh, Tu dis justement de process de data engineering, data science, qui utilise en back-end une base de données parce que pourquoi pas finalement, Mm. hein, parce que bah, finalement c'est ça qu'on avait sous le coude et puis pour le faire et donc on l'a fait là-dessus. On s'est pas emmerdé à traiter ça autrement. Mais finalement tu te retrouves avec tu peux reprendre la même pratique en étant infiniment plus léger. Nous on a vu un client chez qui il y avait une énorme base Postgre, c'est un exemple que je donne souvent, qui avait une énorme base Postgre parce qu'il y avait que la base Postgre pour le faire. Et on lui a dit, mais non, tu vas prendre une partie de ce que tu fais dans ta base Postgre, tu vas le faire avec du DuckDB. Alors là, c'est du parquet, mais on aurait pu utiliser le format natif DuckDB finalement. Avec du DuckDB sur ton storage. Et seulement ce qui requiert vraiment, 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 parce qu'il y a plusieurs utilisateurs dessus, parce que c'est online et ainsi de suite, tu vas le mettre dans ta Postgre derrière. Mais au final, de manière toute évidente, c'est un truc qui... Et là, et le coût, on le divise par 10, hein, on va être Ah très ouais, clair. Là, c'est clair que le coût, traitement inclus, hein. Il n'y a pas que le coût de la base de données qui a pu online et ainsi de suite, mais on l'a divisé. Et 10, c'est un chiffre que je donne à l'arrache. Je sais même pas si c'est pas beaucoup, beaucoup plus, quoi. ouais, tu divises le coût et le temps aussi, Ouais, le ouais, temps de ouais. traitement. Enfin, c'est. C'est totalement dément, quoi. Ouais. Donc Et ça, d'ailleurs, sur ce truc de Bucket, ils ont sorti récemment, là, hier ou avant-hier. Maintenant, tu peux attacher une database DuckDB sur un bucket distant. je Euh, l'ai vu, ouais. Ce qui était Parce que pour moi, nous je un l'avais. bloqueur qui faisait qu'on restait en parquet et C'est qu'on ce que je faisais, ouais. rematérialisait le fichier parquet de temps en temps. Et là, pour le coup, tu as ce truc-là. Et là, ça commence à être autre chose parce que tu peux te dire, finalement, j'ai ce truc-là. Alors, je veux bien voir ce que ça donne quand tu l'updates. Ça doit être assez. Il doit y avoir des petits trucs à Ouais, manipuler faut avec voir. prudence, je pense. Ouais, 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 ouais. Bah, de toute façon, je crois que tu peux faire. Alors, attends. Je crois que tu peux faire de l'update. Je sais plus, il y a une limitation. Oui. Non, mais tu vas nécessairement avoir un truc, un Ouais, pseudo-lock qui va se faire à un moment donné où ouais. tu vas devoir arrêter tout et réécrire. Alors, ce qui en soi est pas gênant. Genre. Non, mais en fait, le truc, et moi j'avais vu, on avait aussi contourné pas mal la chose, c'était le fait de dire, dans notre script Python, bah, ceux qui veulent voir, c'est sûrement dans un repo GitHub et c'était dans le talk que j'avais fait à Luxembourg l'an dernier lors du Vox Day à Luxembourg où j'avais parlé de DuckDB et où on avait 400 fichiers et tu faisais 400 fichiers parquets séparés et on faisait la requête SQL où on injectait dans la requête SQL les 400 noms de fichiers Ok. pour pouvoir travailler là-dessus. Donc quand on en updatait un, finalement, on bloquait pas tout, quoi. Voilà. Donc c'était assez marrant. Non, écoute, ce qu'il y a de bien, c'est on est, je pense, tous les deux aussi convaincus que fascinés par le truc et par ce que ça change là-dedans et la manière de laquelle ça peut changer plein de trucs. Et par contre, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que je vais pas dire que tout est à faire, mais tu as tout un monde qui peut se réadapter, se réinventer autour de tout ça. Et ça, c'est vachement bien quand même de ce point de vue-là, quoi. Ouais. Et pour peut-être conclure sur les cas d'usage là, de DuckDB, j'ai lu un article donc cette semaine d'une boîte qui s'appelle Voltron Data. Je sais pas si tu connais, c'est ceux qui sont derrière Apache Arrow, c'est les plus gros contributeurs d'Apache Arrow. Hum. Ça a été cofondé par Wes McKinney, qui est le créateur de Pandas, Ouais, qui est parti, je crois, maintenant. Et en gros, eux, ils arrêtent pas de sortir des outils. Voltron, c'est genre, ils pilent des outils à la vitesse de la lumière. Bon. Et ils ont sorti un truc qui s'appelle Theseus, qui est donc Théséus, comme c'est Thésée et le Minotaure, ça vient de là, ça vient de la mythologie. Et en fait, c'est un engine massivement data, quoi. Enfin, c'est même pas big data, c'est massive data. Et dans la conclusion de leur article, ils disent, pour tout ce qui est en dessous de 2 terabytes, utilisez DuckDB, Polars, DataFusion, utilisez ces c'est trucs-là énorme. qui sont basés sur Euro. Donc 2 terabytes. Ensuite, ils disent, entre 2 terabytes et 30 terabytes, utilisez les cloud warehouses, Snowflake, BigQuery, Databricks, Spark, Trido, enfin, utilisez les trucs, voilà, distribués, amusez-vous avec ça. Et ils disent, pour au-dessus de 30 terabytes, utilisez notre truc Theseus. C'est ouf. Et moi, je me dis, C'est bon.
toute façon, 2 TB, je sais pas s'il y a beaucoup de cas où j'aurais besoin d'être au-dessus. Ouais. Tu sais, c'est assez marrant parce que quand bien même on a des clients qui ont 80 téras de données actives, parce qu'ils sont dans le média, parce que Ouais, foncièrement, chaque dataset, je voudrais bien voir la taille, mais je suis pas certain qu'on monte à 4 téras dans ces datasets, quoi. mm, Donc c'est assez marrant, c'est toujours ces trucs-là, quoi. Et ouais. Et, et donc finalement, ce qui est assez drôle, c'est que tu te rends compte qu'avec un peu d'outillage, tu arrives à faire plein de trucs super, super intéressants. Tu arrives à durcir. Nous, on voit aujourd'hui, on fait du DBT au-dessus de DuckDB sans aucun problème. ouais. Ça marche super bien. C'est un petit article d'ailleurs qu'on a écrit cette semaine sur le fait de faire du Python à l'intérieur de DBT avec DuckDB comme moteur, c'est-à-dire ce qui pour l'instant Ok. n'était possible qu'avec Spark. Et là, en Ou, fait, ou, ou Snowflake avec Snowpark, un truc comme ça. ou Snowflake avec Snowpark, tu avais raison. Ouais. Et donc là, DuckDB permet de le faire, c'est-à-dire que tu te retrouves dans ton Lineage DBT avec un modèle Python au milieu du truc. Donc tu te dis ouais, c'est génial. Donc à un moment donné, tu es même capable d'aller dire je vais aller scorer chaque ligne d'un dataset et je réécris mon data frame à la sortie. Fin de l'histoire. C'est comme si j'avais une table dans mon DuckDB et puis Mm. je rematérialise ça en sortie derrière, quoi. Et en plus, je crois qu'avec DBT et DuckDB, tu peux, dans tes profiles, dire que ta database DuckDB, elle est sur un bucket, et c'est ta prod, et puis ça marche de manière Oui, instantanée, oui, quoi. oui, 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 Ouais, oui. ça, T'as la alors, même, c'est t'as la magique, même hein. capacité à réutiliser cette histoire de profile et d'avoir les références qui Ouais, c'est sont, qui magique. sont souples. Et, euh, et tu t'es prêté, toi, à un petit exercice là, récemment Ouais. de- d'opération SQL. Donc, Euh, ouais, En fait, donc j'ai développé un petit outil là que j'ai open sourcé qui s'appelle Yato, Y-A-T-O, qui veut dire Yet Another Transformation Orchestrator, parce que bon, il fallait bien que je fasse une blague à un moment donné. Et en fait, l'idée de Yato, euh, je me suis dit, c'est cool DBT, franchement, DBT, ça a changé plein de choses. J'ai fait une dizaine de projets avec DBT, j'adore DBT. Mais là, c'était pour un projet perso, et en fait, j'avais la flemme de setup un projet DBT. Et je me suis dit, ouais, il n'existe pas un outil aujourd'hui où tu donnes juste un dossier dans lequel il y a 10, 20, 30 requêtes SQL, peu importe. Tu ouais. dis, s'il te plaît, lance-moi ce dossier de requêtes SQL, tu regardes rien et ça marche. Tu vois. Je me suis dit, bah, pourquoi ce truc-là n'existe pas? Pourquoi en fait il n'y a pas un truc tellement simple où en fait tu te dis, bah, j'ai droppé des requêtes SQL à un endroit, je veux juste les lancer et je veux que le truc il soit intelligent, qu'il me lance dans le bon sens quand même, parce qu'en fait quand il y a des références que bah, en fait, la requête A elle dépend de B, je veux bien que bah, B tourne avant A, quoi. Et donc, en fait, j'ai codé un petit outil qui s'appelle Yato qui permet de faire ça justement sur DuckDB. Et en fait, l'idée, c'est du coup, tu fais Yato run. Et il y a un seul paramètre, c'est le dossier sur lequel tu veux faire tourner, enfin, dans lequel il y a tes transformations et le chemin vers la database DuckDB, quoi. Par défaut, ça va le mettre dans une database yato.duckdb. Et c'est tout, quoi. Et donc, j'ai développé ce petit truc-là justement pour faire un algo de machine learning. Justement, pour mon blog, j'ai un petit algo de recommandation où toutes les semaines, je recommande à chacun de mes membres un lien sur lequel la personne aurait dû cliquer mais qu'elle n'a pas cliqué dessus. Et en Excellent. fait, du coup, je l'ai fait en utilisant ma petite lib. Donc, j'ai une dizaine de requêtes SQL. À la fin la dizaine de requêtes SQL, j'ai un modèle Python qui fait justement la reco parce que la reco, forcément, elle est codée en Python. Donc, tu peux mélanger des requêtes SQL avec des transformations Python, grâce à DuckDB, bien sûr. Et à la fin de ça, j'exporte les résultats, parce qu'en fait, vu que je suis quand même un applicatif derrière, j'exporte les résultats dans un Postgre, parce qu'en fait, pour ma recommandation est affichée dans le front-end de la recommandation, forcément, j'ai un Postgre quelque part. Et donc après, et ça, c'est vraiment le truc dégueu que j'ai fait, mais c'est grâce à DuckDB. Pour faire l'export vers ma database Postgre derrière, j'ai utilisé Ilato aussi, parce qu'en fait, c'est juste une requête SQL où je fais Ah oui? attache Postgre, mon Postgre distant, je fais des insert into. Alors, c'est vraiment, je recommande pas ça à tout le monde, hein. Mais bon, c'est mon projet perso, je fais ce que je veux. Ouais, écoute, Mais c'est magique, quoi. Enfin, ça marche trop bien. justement, nous, tu vois, mais ça va faire aussi l'objet d'un autre blog post qui sera peut-être publié quand on diffusera cet épisode. Euh,
Nous, ouais, bah, tu vois, dans le schéma dont je parlais tout à l'heure, d'avoir offloadé un gros Postgre pour mettre beaucoup de choses sur du S3 avec des fichiers parquets, et ben finalement, on s'est rendu compte que le reverse ETL, si j'ai envie de dire, Ouais. si on peut dire les choses comme ça, Ouais, c'est ça. Enfin, c'est clair au moins. qui auparavant relevait d'un process Python, qui lisait un fichier parquet, machin, qui faisait ce travail vraiment très manuellement, de faire du copy into. Finalement, en attachant la base Postgre en sortie, super facile, quoi. Ah bah ouais. Super facile, quoi. Ce qu'on n'a pas testé, c'est dans quelle mesure on pouvait, avec cette base de données Postgre attachée, faire entre guillemets, avoir un projet DBT unique qui soit à cheval sur Ah, tu pourrais, le ouais. parquet et qui soit à cheval sur ce qui se passe dans la base Postgre en sortie. Donc ça, Tu c'est... pourrais, hein. Donc Yato, effectivement, si vous voulez faire le DBT, faire du DBT sans DBT en étant vachement plus simple, je vous recommande, ne serait-ce que pour la lecture de la chose qui est super intéressante. Bravo. Et sous le capot, merci. Donc, si vous voulez trouver, c'est Blev, donc, mais BL3F slash Yato sur GitHub. Et sous le capot, donc j'utilise quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'utilise le SQLGLOT, qui est, je pense, C'est génial. la meilleure librairie qui existe aujourd'hui en Python, qui est un parseur de requête SQL. Et en fait, ça te retourne l'arbre AST de ta requête SQL, Ouais. l'arbre syntaxique, Voire en d'un fait. ensemble de requêtes SQL. Ouais, Word d'un ensemble de requêtes SQL. Et sur lequel, après, tu peux parcourir les objets, trouver ce que tu veux, reformater, faire du replace. Tu vois, il y a eu des expériences où j'ai fait de la migration. Enfin, j'ai aidé un de mes clients à migrer des requêtes SQL qui étaient des requêtes SQL sans DBT vers DBT. Bah, du coup, avec SQLGLOT, bah, du coup, tu parses la requête SQL, tu trouves les endroits où il y a tous les from, au lieu de faire des regex Ah bah ouais. un peu à la magique. Bah, là, vraiment, tu sais où sont Puis tous si les tu veux faire from. du column lineage, par exemple, chose Ouais, que ouais. tu as du mal à faire au départ, ben, SQLGLOT te fait ça, mais super facilement. Ouais, D'ailleurs, c'est ce qu'il y a sous-jacent du concurrent de DBT qui s'appelle SQL Mesh, ouais, c'est SQLGLOT. ça. C'est C'est ça, ça. hein. Et de toute façon, bah, SQLGLOT et SQLmesh, c'est développé par la même entreprise. Ouais, c'est ça. Euh, et donc, ouais, dessous, ça utilise SQLGLOT. Il y a un deuxième truc que j'ai fait dans Yato, c'est que, où j'ai eu des retours positifs de personnes en message privé, j'ai dit, dans Yato, je ne supporterai jamais le Jinja. Parce que je pense que le problème du Jinja quand tu fais dans DBT, c'est que tu fais trop de trucs, il y a trop de trucs avec du Jinja. Du coup, j'ai dit, bah moi je veux pas faire du Jinja, je veux un truc simple. Je veux que quand je regarde la requête SQL, je sais ce qu'il y a dans la requête SQL. Et puis c'est tout. Le seul truc que je supporte, c'est les variables d'environnement parce que quand même, c'est quand même assez puissant de pouvoir cacher des Ouais, secrets, des trucs d'injecter comme des ça. trucs, quoi. Ouais, Mais sinon, ouais, pas de support de Jinja. Voilà, donc Yato. ouais, parce qu'il est ce qui est une hypothèse de simplification assez forte, quoi. Ouais, C'est ce qui est pas mal. Allez, si on continuait, et on va prendre comme base un autre talk que tu as fait récemment, où tu as parlé de Superset. Superset qui avait un peu pour moi, c'était un peu sorti de mon radar parce que je l'avais regardé très très tôt, Superset. Et parce que pour tes clients, on devait sélectionner la plus simple façon de faire de la BI. Et on avait challengé Superset avec Metabase, et puis finalement, on avait pris Metabase chez ce client. Et donc, finalement, tu vois, après, tu sors le truc de ton radar. Et puis, tiens, quand j'ai vu que tu faisais un truc sur Superset, je m'y suis réintéressé. Et c'est quand même un outil de folie, quoi. C'est un truc ouais, extraordinaire qui permet de faire des choses assez folles. Et toi, pour le coup, tu l'as fait au ministère de l'Éducation nationale. c'est ça. En fait, je vais jump tout de suite à ma conclusion de talk quand même. Je pense qu'aujourd'hui, Superset, c'est la meilleure alternative open source à un outil de dashboarding payant comme Tableau, Looker. Enfin, c'est le Ouais, seul truc qui est une alternative à un outil de dashboarding C-level. Enfin, ça va être moi, la manière dont je vois le dashboarding en entreprise, c'est il y a du dashboarding pour ton C-level et il y a de l'exploration. Je pense que Metabase, c'est un outil d'exploration, c'est un outil de dashboarding simple, mais c'est pas un oui, outil de dashboarding pour du C-level. exactement. Euh, Outil de dashboarding C-level, aujourd'hui, c'est Tableau, Looker, Power BI. Superset, c'est au même niveau que ces trucs-là. Et je le dis franchement sans trop de, enfin en étant sûr dans mes bottes quoi, c'est que c'est l'alternative open source et ça les vaut quoi. Enfin, tu peux faire
tout ce que tu peux faire dans Tableau, tu peux le faire dans Superset à 99%. Ouais, voire même, tu as des trucs que j'ai découverts de Superset que je ne suis pas absolument certain que tu puisses faire dans un clic Tableau Power Probablement, BI ouais. Looker. Typiquement, le fait de développer tes propres composants. Hmm. Dans Tableau, tu peux le faire. Dans Tableau, tu peux développer tes propres composants Ouais, maintenant? ouais, ouais, tu peux faire du front JS. Alors, je D'accord. sais pas, ça doit marcher qu'avec Tableau Serveur peut-être, mais si tu es sur du Tableau Online, je crois pas que tu puisses le faire. Mais... Mais donc, là, tu as un vrai... Moi, j'ai trouvé que fait comme le truc était super riche, super solide. C'est d'ailleurs l'un des petits défauts que j'avais trouvé quand on l'avait initialement testé, c'était que la stack était compliquée à faire tourner et à Ouais, maintenir. Ça reste quand même un petit peu, je pense. oui. Euh, Par rapport à un Metabase qui est l'opposé dont on disait à l'instant, qui lui, c'est un, un Un conteneur Docker, ping, ouais, c'est bon. ping, Ouais. c'est fini, 5 minutes après, tu as un truc qui tourne. Bon, c'est pas tout à fait pareil sur Superset, mais Moyennement. Avec un conteneur, si tu sais ce que tu lances, tu peux juste. Enfin, en fait, Superset, il y a plein de conteneurs. Et si tu ouais, lances juste l'app sans rien, tu peux avoir juste un conteneur à lancer. ouais. Et puis surtout, moi, je vois un niveau de personnalisation, un niveau de capacité à construire des stratégies avec un dashboard maître et puis d'autres dashboards sous-jacents, et puis avec du drill down, des choses comme ça, comme tu montrais, qui est super intéressante. Donc, je pense que s'il y a dans la, on va pas refaire l'histoire de la moderne data stack, Hmm. mais on tient quand même quelque chose qui vraisemblablement est arrivé à un niveau de maturité qui va faire que on va en entendre parler de manière importante pendant un petit bout de temps Ouais. Pour, avec ce pour super donner un set, peu quoi. de contexte, juste pour ceux qui connaissent pas trop, Apache enfin, Superset, c'est sous fondation Apache. Ça a été initié à Airbnb à l'époque par la même personne qui a initié Airflow, donc Ouais. Maxime Beauchemin. Donc déjà, voilà, c'est pour un peu le bagage. Et aujourd'hui, Superset est le projet le plus liké sur GitHub de tous les projets Apache. Sachant que les projets Apache, il y en a 200, hein. Donc Ouais. déjà, en termes Puis pas des de... moindres. Ouais, voilà. En termes de dynamique, en termes de ce que ça veut dire, tu vois, il y a quelque chose. Et je crois ils étaient deuxièmes et là, ils sont vraiment, je crois, ils sont passés premiers cette semaine où ils passent dans la dynamique, là, ils vont passer premiers bientôt. Euh, et donc, moi, j'ai utilisé Superset l'année dernière. J'ai fait une grosse mission à l'Éducation nationale où il a fallu que je développe ce que j'appelle une application BI pour les directeurs, directrices d'établissements scolaires, inspecteurs académiques. En fait, Waouh. l'idée, c'était donc, il y avait une app qui permettait déjà de visualiser plein d'indicateurs, sauf qu'en fait, elle avait été développée sur une technologie vieillissante, elle était basée à la base sur Oracle et pas mal de trucs. Mhm. Et donc, il fallait la moderniser. Le contrat de maintenance de l'app principale, enfin de l'ancienne app, arrivait à la fin de ses jours. Et donc, en fait, au début, l'éducation nationale, ils étaient en mode, bah, on va le faire sur Tableau. Et donc, ils avaient commencé à développer ça sur Mhm. Tableau. Sauf qu'en fait, bah, quand après, tu mets en face le nombre de licences qu'il te faut, parce qu'en fait, c'est à destination de entre 60 000 et 70 000 personnes, cette application. Bah, en fait, quand tu mets en face le budget qu'il te faut, si tu utilises Tableau pour avoir 70 000 licences, ça marche pas, quoi. Et donc, Oui, c'est absolument impensable, ouais. du coup, ils m'ont demandé si c'était possible de faire la même chose sur Superset. Et en fait, en 5 jours au début de la mission, je lui ai montré qu'en fait, 95% des choses qu'ils voulaient faire étaient faisables sur Superset. Donc, on est parti sur Superset. Et donc, en fait, j'ai bossé dessus sur ce projet-là pendant 80 jours à peu près. Ma mission, c'était 80 jours. Et au bout de 80 jours, on a mis en prod justement en septembre cette application où il y a une dizaine de dashboards. Et en fait, où tu peux passer d'un dashboard à l'autre. On a développé des visualisations custom. On a 5 visualisations custom où vraiment, en fait, tu as une navigation où, en tant qu'utilisateur, tu sais même pas que tu es sur Superset. En fait, on a caché vraiment que tu étais sur un Superset. Tu as l'impression d'être sur une application custom qui a été développée pour toi, qui permet de visualiser des graphiques avec des filtres qui te permettent de faire plein de choses, quoi. Et ça a été un succès, en fait. Snap, vraiment, enfin, je suis hyper fier de ce qu'on a sorti. Et franchement, grâce à Superset, hein, franchement, c'est ouf ce que ça a permis de faire, quoi. C'est excellent. Ouais, ouais, c'est excellent. Et puis bah, tu vois le truc. Ouais, je savais pas l'anecdote du fait que c'était l'un des first. C'était dans le premier, dans les premiers projets Apache en termes de popularité, quoi. Tu vois, je savais pas du tout ça. Et ce qu'il y a de très certain, c'est qu'effectivement, tu vois, ça ressemble un petit peu à l'histoire base de données propriétaire versus Postgre. Il va falloir que les gens soient capables maintenant de dire Ah, pourquoi c'est est-ce qu'il clair. faudrait plutôt utiliser Tableau
Alors Power BI, tu peux avoir des sujets d'intégration bureautique. Hmm. Et puis Microsoft, c'est trop fort pour vendre les trucs. Non, voilà, oui, Power BI, c'est gratuit, si c'est quasi machin, gratuit. Tu vois, t'as machin. les clients, il faut ils mettent ça dans la corbeille quand les mecs achètent leur X dizaines de milliers de licences Hmm. utilisateurs Office 365, et puis comme ça, on n'en parle plus. Mais pour d'autres sur lesquels il y aurait nécessité d'acheter un outil, tu peux vraiment te poser une question Hmm. Et après, il y sur. a un truc quand même que je veux te dire, c'est que je pense que la marche pour être coefficient, je sais pas trop, efficace sur Superset est plus ardue que sur un autre outil Oui, BI. Parce qu'en fait, oui, c'est open source, c'est plus geek, il y a des concepts un peu ça reste, hein. différents. Voilà. Et en fait, honnêtement, quand je suis rentré dans le dur de faire des trucs très techniques, bon, je pense que la plupart des gens n'auront pas forcément aller aussi dans la technicité de ce que j'ai fait. Mais quand je suis rentré dans le dur, j'ai vraiment compris comment était l'outil, la force de l'outil, la puissance de l'outil. Mais enfin, tu vois, genre, si j'avais juste fait des graphiques, du drag and drop et tout, je l'aurais pas vu. Mais il y a quand même une manière de penser qui est un peu différente et qui est très moderne data stack, au contraire de, par exemple, sur Tableau ou sur d'autres outils, je Oui, trouve, avec Superset. tu sais, tu as ce continuum entre les gens. Moi, j'ai toujours, dans les consommateurs d'information, ça va du mec qui lit un PDF à celui qui, derrière, va pouvoir prendre un report et avec des filtres et pouvoir activer les Ouais. filtres et faire les tris. Ensuite, celui à qui on va donner des reports qui va être capable de les personnaliser. Et puis, pour finir, le mec qui part d'une feuille blanche, et ainsi de suite. Et je Mm. pense que Tableau, sur les populations du milieu, va apporter un peu plus. C'est-à-dire que celui qui va personnaliser un report déjà existant, il va être plus à l'aise avec un tableau parce que là, enfin, Tableau, l'UX de Tableau, elle est redoutable, quoi. Ouais. Qu'un superset va effectivement requérir un petit peu plus de travail et va plus être fait en utilisation pour vraiment des utilisations très experts, quoi. Mm. Néanmoins, il faut pas se voiler la face. Quand tu veux faire des trucs un peu chiadés avec Tableau, si ça n'a pas été prévu par les développeurs de Tableau pour pouvoir être fait, c'est une vraie galère, quoi. Mm. Il y a un truc que j'ai vu quand même dans le truc, c'est que sur Tableau, quand même, quand tu veux personnaliser un graphique, par exemple un line chart, tu veux personnaliser les axes, les couleurs, l'ordre et tout, c'est hyper bien sur Tableau. Sur Superset, c'est pas aussi avancé. Bon, normal, Oui, hein, avec les oui. millions qu'ils ont gagné Tableau et l'armée de développeurs qui est derrière, c'est normal. Mais le truc qui se passe avec Superset, c'est que si en fait le chart n'a pas la fonctionnalité que tu veux, tu le redéveloppes. Bon, ça demande d'autres trucs quand même. Ça- Oui, oui, oui. Ouais, j'ai ça regardé à la suite de s'exporte ta conf, j'ai regardé le kit de développement, enfin, pour faire entre du guillemets, React. kit de développement React, machin. Ouah, je me suis dit, ouais, Ah, quand même, là. il y a du taf. J'ai dû faire pas mal de reverse engineering pour comprendre comment les choses étaient appelées. Mais Ouais, ouais, c'est enfin, ils ont clair. fait des trucs hyper forts. Enfin, genre, je suis assez fasciné de la manière dont ils ont codé des trucs. Pour dire, j'ai codé une lib, enfin pas une lib, mais une manière d'interagir avec la donnée dans Superset qui est, c'est pour l'établissement scolaire, l'application qu'on a développée. Et en fait, un établissement scolaire, principalement, ce qu'il fait, c'est qu'il se compare soit à un établissement voisin, soit à une moyenne d'établissement, soit à la moyenne nationale. Ouais. Et du coup, pour faire ça, le truc le plus naturel qu'on s'est dit qui était, c'est bah, tu as une carte, il y a ton établissement, et tu vois les établissements qui sont dans la même région que toi. Et du coup, ce que tu fais, c'est que tu prends un lasso, tu sélectionnes les établissements avec qui tu veux te comparer. Et donc ça, j'ai développé une vis custom pour ça, où en fait, au lasso, tu sélectionnes les établissements avec lesquels tu veux te comparer. Et dynamiquement, ça affiche le tableau avec bah, du coup la référence avec Ouais. laquelle tu te compares. Tu vois. Et c'est tout dans Super. Enfin, c'est génial. Enfin, du coup, c'est une autre manière, tu vois, de filtrer ta donnée avec des graphiques Hmm. Et et donc t'es tout pas ça à en cocher React. toutes les Ouais. cases de tes ID que tu veux truc. C'est avec un petit lasso et tout. Et tout en React, ouais. Donc ça requiert quand même effectivement un peu Ouais. plus de skills Ah oui. que. Oui, là, c'est pas juste en étant data analyst, c'est un peu plus compliqué si tu veux faire ça. Non, mais enfin, à un moment donné, comme je dis toujours, hein, c'est au prix des licences dont on parlait à l'instant, ça peut permettre de débloquer quelques jours de service pour le faire, Ouais, quoi. ouais, c'est Voilà. clair. Christophe, où est-ce qu'on peut déjà, une question. Tu as détaillé l'autre jour dans un blog ta veille. C'était Ouais. super intéressant à lire, puisqu'on est tous. Euh, c'est un exercice compliqué la veille, hein. C'est un exercice difficile de faire de manière rigoureuse.
Alors toi, le fait de produire ta newsletter toutes les semaines, finalement, c'est un truc qui aide. T'as un tips, un truc, une source de données une source d'informations que tu privilégies et que si nos auditeurs devaient repartir avec une source d'information à aller chercher, tu dirais lisez tel Franchement, truc. je vais peut-être surprendre les auditeurs, mais c'est LinkedIn actuellement ma source principale de veille. C'est fou. Et en fait, ça a été très roller coaster un peu. À une époque, mon algo LinkedIn était à chier. LinkedIn me proposait que des mèmes, que des trucs qui étaient inintéressants. Oui, Et je sais pas, j'ai dû le réentraîner ou en fait, moi sur LinkedIn, j'ai ma manière dont je fais. Donc déjà la manière dont je fais ma veille dans la semaine, c'est du lundi au jeudi, je ne lis aucun article. Je lis les articles seulement le vendredi quand j'écris ma newsletter. Et donc, en fait, du lundi au jeudi, le seul truc que je fais, c'est je save for later, quoi. tu Et boucles donc, pas, si quoi. c'est sur LinkedIn, je mets enregistré. Si sur Twitter, Ouais. je like. Peu importe, mais peu importe la plateforme, j'ai une manière de sauvegarder pour plus tard. Et en fait, je pense que LinkedIn, au début, ils n'utilisaient pas les trucs que j'avais en save pour entraîner leur algo de Ah reco. ouais. Et je pense que maintenant, ils l'utilisent. Et en fait, ce que me sort LinkedIn, bon, c'est un truc pertinent sur 10 affichés, hein, mais le ratio est beaucoup mieux qu'à une époque. Et, Ouais, ouais, euh, je vois bien, ouais. Ouais, ouais. et je pense qu'aujourd'hui, dans ma newsletter, je pense qu'un tiers de ce que je le trouve sur LinkedIn. Le reste, je le trouve sur Feedly, où en fait, j'ai entre 500 et 1000 sources. Et tous les vendredis, je parcours toutes les sources en Exactement. diagonale pour trouver ce qui Ouais. m'intéresse. Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret. Je veux dire, Ah ouais, faut faut du filtrer. volume si tu veux sortir la pépite, hein. Ce truc-là, c'est clair, quoi. C'est clair, ouais. Après, C'est il y a clair. des astuces de raccourcis. Bah, je sais très bien que l'engineering blog de Netflix, de Picnic, Mais de oui, machin, à chaque fois qu'il y a un article, il est intéressant, tu vois. c'est clair. Moi, Mais j'ai un médium, moi, qui marche pas mal. J'arrive à trouver pas mal de trucs dans Medium. J'ai des Medium, subs. c'est devenu de plus en plus pourri. En fait, il y a plein de. Je sais pas si tu vois, mais moi, vu que je vois tous les trucs qui sont postés en data, j'ai le je Watch Data sur Medium. J'ai des trucs de Bitcoin, enfin d'arnaque de Bitcoin à Ouais, tirer ouais, ouais, l'arigot ouais. maintenant. Oui, oui, tu as. Et puis, tu as plein de choses où c'est reposté sur Medium alors que c'est disponible ailleurs. Ouais, Typiquement, tu as des mecs très bons qui ont leur blog et ils l'advertisent sur Medium. Donc, ouais. tu te dis que finalement, ça finit par manquer un peu d'intérêt parce qu'ils l'advertisent aussi sur LinkedIn, comme tu dis. Donc, à un moment donné, ouais, on peut décemment se poser la question sur la durée, mais de toute façon, c'est très fluctuant, tous ces trucs-là. Ouais, Donc, évidemment, si on veut te retrouver, on l'a compris, tu postes aussi sur LinkedIn. ouais. Et puis, en s'abonnant pour tous les vendredis, recevoir ta newsletter. Recevoir ma veille avec une vingtaine de liens que j'ai sélectionnés de mes petites mains et avec ma meilleure manière d'écrire en anglais comme en français, sans intelligence artificielle. Vous êtes sûr que vous recevez les mots écrits par un humain? Je pense qu'un jour, je mettrai le tag sur mon blog Ouais, ouais, tu sais, ça sera un Human petit peu, Driven. ce sera un petit peu comme le cuisiner maison, quoi. Tu vois, c'est un Ouais, peu, c'est ça. ça va finir par être une marque de fabrique finalement cette histoire, et ça sera un différenciateur quand même pas négligeable. Christophe, je suis content qu'on ait fait ce tour d'horizon, qu'on ait parlé de plein de sujets qui évidemment, bah, toi comme moi, nous passionnent. Et qui sont super porteurs parce que je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent bouger dans le futur autour de tout ce qu'on s'est dit. Donc, on pourra, à mon avis, dans le futur, réenregistrer en reprenant les mêmes thèmes et on aura à nouveau plein de trucs à Ah, raconter. c'est sûr. Je te remercie de ton temps. Je te remercie d'avoir poussé la porte et de m'avoir relancé, puisque pour la petite histoire, c'est Christophe qui m'a relancé sur le fait de me dire, au fait, on l'enregistre ou pas cet épisode? Et je suis ravi. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour pour tous tes projets avec tes clients et puis continue à nous servir du contenu comme tu le fais. C'est vachement bien. Merci Merci. Vincent. Et pour la petite note, ça me toule d'être dans ce podcast parce que c'est, je pense, le premier podcast que j'ai écouté de ma vie quand j'ai commencé à écouter des podcasts 2014-2015, quoi. Et ça a rythmé mon début de carrière de Big Data Hebdo et ça a rythmé vraiment mes premiers apprentissages sur la data. Donc franchement, ça me touche d'avoir été invité et de discuter avec toi, quoi. Oh, bah Donc écoute, la porte est grande ouverte et tu pourras revenir quand tu veux. Ce sera avec plaisir. merci beaucoup Allez, et à salut. bientôt. Salut.
Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis. Un grand merci à Maxence Lecointe qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.